pour cette réflexion. Autant que possible, c'est bien si ça devient des échanges. Donc moi, je vais vous donner quelques éléments. Et puis, il ne faut pas hésiter à intervenir. J'informe simplement. Certains d'entre vous, j'ai croisé certaines personnes que je connais, qui me connaissent. Et ces personnes savent que je vois très très mal. Si vous voulez intervenir, ne vous contentez pas de lever la main, mais fermement vous exprimez, j'ai un truc à dire, etc. Donc n'hésitez pas. Je commence pour l'instant par la question, donc il faut qu'on approche la notion de responsabilité sociale des entreprises. En 2023, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? Si on aborde la question directement, on ne va pas y arriver. Je m'explique. L'idée de RSE, elle demande qu'on prenne du recul, elle demande qu'on prenne du temps, elle demande, il y a un mot que je trouve très très intéressant à avoir à l'esprit quand on réfléchit à ces questions, elle demande de problématiser la question. Et si on veut une réponse tout de suite, la plupart du temps, ça ne marche pas. Alors, on va faire un détour. Du coup, il y a le premier mot-clé, alors ce n'est pas le mot de détour, c'est l'idée de complexité. On ne peut pas répondre de manière directe à quelque chose qui est complexe, et la RSE, c'est quelque chose de complexe. On va voir pourquoi et ce qu'on peut entendre par là. Dans un deuxième temps, je viendrai à la RSE. On va aborder la question, évidemment, avec un historique, vous verrez. Et puis, dans un troisième temps, on va regarder, maintenant, ça donne quoi? Donc, j'écris juste MTNT pour maintenant. Donc, 3 moments, complexité, RSE, et maintenant, où est-ce qu'on est? Alors, sur la complexité, rassurez-vous, ça ne sera pas complexe, j'espère que je vais être assez simple. C'est très important d'observer que... Alors, je vais commencer par quelque chose que je trouve très frappant. Vous avez remarqué qu'on nous vend plein de solutions. Partout, il y a des solutions. Et on ne sait pas de quel problème il s'agit. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et en gros, on est saturé de solutions et on ne réfléchit pas au problème. Et être saturé de solutions, c'est en fait avoir besoin, et ça c'est très très important et c'est légitime, hein. J'écris juste le mot S parce que sinon on va perdre du temps, avoir besoin de simplicité. On a tous besoin de simplicité. Et malgré tout, ce qui est embêtant parce que ça nous complique la vie, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde il est complexe. Donc je mets SC. Le monde est complexe, mais on a besoin de simplicité. J'ai commencé par observer la question des solutions parce que c'est très important qu'on ait à l'esprit tous ensemble que ce qui est simple, c'est toujours les solutions. Donc je mets un petit S ici. Et les solutions, c'est quoi? C'est ce que nous savons déjà faire. Quand quelqu'un vend une solution, ce qu'il ou elle sait déjà élaborer la solution. Et donc en gros, toutes les solutions dont on est capable, elles dépendent de compétences qu'on a déjà. Elles dépendent de savoir qu'on a déjà. Elles dépendent de savoir-faire qu'on a déjà. Et tout ça, ça définit la simplicité. Et du coup, on peut dire, j'abrévie, un CPT-CES pour compétences, la simplicité du monde, quelle que soit l'échelle, hein, que ce soit une vie familiale locale, que ce soit une entreprise de plus ou moins grande taille, que ce soit un pays, que ce soit la Terre entière. Et évidemment, j'évoque la Terre entière à cause de la question actuelle de la transition écologique. Ce qui est simple, c'est ce que nous savons toujours déjà faire. Et donc, ça dépend du passé. Pourquoi ça dépend du passé? Parce que si nous savons déjà faire quelque chose, c'est qu'on l'a appris. Et nous sommes, toute l'humanité est adossée à des tonnes de compétences. Le problème parfois qu'on a, c'est qu'on croit qu'il faut se débarrasser de tout ce qu'on sait faire. Il faut être très prudent là-dessus. Et en gros, ce qui est simple, c'est ce que l'on sait déjà faire, et ça nous adosse. En revanche, ce qui est complexe, je vais le symboliser simplement par un point d'interrogation, c'est justement ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas encore faire, ce qu'on ne connaît pas encore, et donc c'est le domaine de notre ignorance, et souvent ça nous fait peur. En tout cas, on peut renvoyer la complexité à l'ignorance, à l'incertitude. Le mot-clé, on peut dire, c'est incertitude. Est-ce que je suis assez clair jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions sur la clarté du propos, en tout cas?
Le silence, c'est qu'il dit mot consent? Oui. Ok, alors je continue. Il y a je vais aller assez vite pour qu'on ait le temps de parler. Il y a une expression économique de ça. Est-ce que vous savez pourquoi existe une science économique? Non. Merci de la réponse claire. À quoi ça sert l'économie? Pourquoi on en fait? Et tout simplement, on a un monde tellement sophistiqué qu'on a complètement oublié ça. On fait de l'économie simplement parce qu'il faut qu'on mange tous les jours. Oikonomos, c'est la loi du foyer. Le foyer, c'est là où on se nourrit. Et il se trouve que si on ne mange pas tous les jours, et malheureusement une grosse partie de la population mondiale, une insupportable partie de la population mondiale le sait très bien, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont pouvoir manger en mi-journée ou le soir, etc. Mais l'économie, c'est parce qu'il faut produire et distribuer des ressources qui sont rares. Et les ressources rares, c'est pour manger, particulièrement parce qu'on a besoin de survivre. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Le monde économique, il est fondamentalement court-termiste. Parce que quand on a besoin de manger, c'est du court terme. C'est pas pendant 10 000 ans. Et donc on peut dire quelque chose qui est un signe. Peut-être que le monde économique, dans sa totalité, est court-termiste pour cette raison fondamentale. Alors depuis, avec l'économie sophistiquée qu'on connaît, on ajoute des tonnes de choses. Il y a le profit, évidemment. Il y a des choses absolument inutiles. iPhone 6. À quoi ça sert? Une question. Mais en tout cas, c'est pas pour manger. Vous ne mangez pas vos iPhones. Mais en gros, l'économie, elle est court-termiste. Et du coup, on peut dire, si on arrive à se nourrir tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Dans le court terme, que je mets exprès du côté de la simplicité, les choses vont bien. Pourquoi? Parce que regardez, on est complètement rassuré. Je vais mettre le sentiment de sécurité. On est rassuré si on peut s'adosser à des compétences qu'on a déjà, rappelez-vous, des choses qu'on sait déjà faire. Et quand on s'adosse à des choses qu'on sait déjà faire, c'est parfaitement satisfaisant. Tout est sous contrôle, on n'a pas peur. La notion de contrôle, la notion de court terme, la notion de simplicité vont ensemble. Et les notions d'incertitude, c'est le contraire du contrôle. Alors, j'ai dit peur. Voilà, ici, c'est la peur et le on pourrait dire, pour forcer le trait, la peur et puis les intérêts privés qui nous poussent à vouloir du court terme. L'incertitude, qui est le contraire du contrôle, la complexité qui est le contraire de la simplicité, c'est aussi une prise de recul. On devient capable de poser des questions. Alors, il y a plein d'auteurs qui ont observé, oui, le recul, c'est un luxe, parce que les gens qui ont faim, ils n'ont pas le temps de prendre du recul. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Aristote, qui dit on ne peut commencer à philosopher tranquille que si d'abord on a mangé. C'est du bon sens. Et donc on peut dire la prise de recul, c'est un problème de gosse de riche, excusez-moi de formuler comme ça. C'est du luxe. Mais on va voir que c'est un luxe absolument indispensable et vital. C'est un luxe vital. Prendre du recul, c'est essentiel. Voilà pour la première étape sur la complexité. Je résume. Il n'y a pas de complexité sans le besoin de simplicité qui est irréductible. Il est toujours là. Nous avons besoin de simplicité. Ce besoin de simplicité, c'est un besoin de maîtrise du monde, ne serait-ce que parce qu'on a besoin de manger. Et le monde économique est particulièrement concerné, puisqu'il concerne à l'origine la nourriture. Et puis, on peut se dire, oui, mais des fois, il faut prendre du recul. Pourquoi? Je passe à la notion de RSE. Et avant, est-ce que c'est bien clair jusque-là? Oui. C'est bon? Ok. La notion de RSE, elle demande un historique. Alors, j'ai plus de place pour écrire quoi que ce soit, on va voir comment on va se débrouiller, c'est pas l'essentiel. Elle demande un historique qui est celui-ci. Je crains que tout le monde se souvienne de la crise du Covid. Et jusqu'à la crise du Covid, il y en a eu des tonnes d'autres de crises. Il y a eu, je prends le début du 21e siècle, il y a eu évidemment 2001, les attentats à New York. Il y a eu la crise financière 2008. Il y a eu Fukushima. Il y a une accumulation de crises. Maintenant, il y a, en plus du Covid, la guerre en Ukraine. Et puis, il y a la nécessité de la transition écologique. Quelles
spécificités il y a à la crise du Covid? Je ne vais pas y revenir, soyez tranquille, on ne va pas être de nouveau dans... Mais il y a des choses à dire. Pour bien comprendre la spécificité de la crise du Covid, il faut remonter à beaucoup plus loin. En 1970, et là je suis dans la RSE complètement, il y a un auteur extrêmement important et célèbre parce qu'il a eu entre autres le prix Nobel d'économie, un auteur qui s'appelait Milton Friedman et qui a publié en 1970 un article dans le New York Times dont le titre est à peu près le suivant. Je vais forcer un peu le trait, mais c'est exactement l'esprit de Friedman. La seule responsabilité sociale du business est de maximiser son profit. Alors il dit ça dans quel contexte? Il dit ça dans le contexte de la guerre froide. L'effondrement du mur de Berlin, c'est 19 ans après, 1989. Et il y a donc du militantisme. Friedman est quelqu'un qui est roumain d'origine, donc il vient des pays de l'Est. Il est remonté comme une pendule, à juste titre, éventuellement contre les pays de l'Est et contre les régimes dictatoriaux communistes, en défense du monde libéral. Et quelle est la caractéristique principale du communisme à l'époque? C'est de dire que l'État, la puissance publique, s'approprie les moyens de production et donc va gérer toute l'économie. En plus qu'il y ait des problèmes de dictature ou d'oppression, en particulier sous ce qu'a été le stalinisme, etc., il y a potentiellement un énorme échec de l'économie communiste et on sait que c'est compliqué pour que ça marche bien. Mais des fois ça marche quand c'est hyper contrôlé, par exemple en Chine. C'est un capitalisme d'État, mais bon, en tout cas, Friedman s'inscrit en faux contre ça. Et donc, techniquement, je vous donne l'argument technique et non plus seulement maintenant idéologique ou militant, l'argument technique, c'est de dire il faut, pour qu'un pays fonctionne de manière saine, totalement différencier la sphère publique, l'État, de la sphère privée, la vie économique. Si on les mélange, ça ne marche pas du tout. Donc ça, c'est l'argument technique. Et du coup, Friedman dit, c'est quoi le rôle des entreprises privées, capitalistes, adossées aux actionnaires? C'est de faire de l'argent. Et il dit, et son argument est très convaincant, il dit, si une entreprise ne fait pas de profit, il y a deux arguments essentiels, elle ne pourra pas recruter, parce que s'il n'y a pas d'argent, ben, il n'y a pas moyen de payer des salaires, et elle ne pourra pas contribuer à la recherche-développement qui permet le progrès. Et du coup, il déduit, le but des entreprises, c'est de faire de l'argent. Jusque-là, c'est du bon sens. Mais il ajoute, c'est le seul but. Quand, en 1989, s'effondre le mur de Berlin, et qu'on arrive dans un monde globalisé, que Margaret Thatcher va caractériser en disant TINA, un acronyme que vous connaissez sans doute. TINA, c'est pour, en anglais, There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a plus d'alternative. Il n'y a pas de communisme. Il n'y a que le capital, le capitalisme, et c'est un seul monde total. Eh bien, ce monde total, il va être adossé aux propos de Friedman, qui va devenir le leitmotiv fondamental de la vie économique mondiale. Je caricature, mais pas loin. C'est à peu près ça. Je vous donne mon témoignage de prof à l'ESSEC en formation initiale et permanente. Ça fait à peu près 25 ans, enfin ça a duré à peu près 25 ans. J'assure des cours sur l'éthique. Je posais régulièrement la question, mais ça sert à quoi une entreprise? Quasiment 100% dans les programmes les plus hauts potentiels. Hein. Ah ben, faire de l'argent, c'est le seul but. Parce que la seule responsabilité sociale de l'entreprise est de maximiser son profit. Ça, c'est un tout petit peu simpliste. On est du côté de S, là. Et ça, c'est un problème. L'idée, alors je précise, je ne suis pas payé, moi, ce matin, mais c'est vraiment une exception. Je veux dire par là qu'on a tous besoin de faire du profit. On a tous besoin d'un argent minimum, sinon on ne pourrait pas vivre. Et donc, qu'une entreprise doive faire de l'argent, qu'une entreprise, dans le contexte du fonctionnement capitalistique, doive faire du profit, c'est parfaitement normal. Mais est-ce que c'est à tout prix? Moi, ma réponse est carrément mais non. Et j'aime beaucoup donner des exemples très vulgaires, mais en gros, si vous voulez faire de l'argent à tout prix et en masse, vous allez dans la drogue, la prostitution, les armes, etc. Ça rapporte top. La mafia est très compétente. Et donc, il faut pousser un peu les arguments pour être lucide. On ne peut pas dire que c'est le seul but d'une entreprise que de faire du profit. Ce n'est pas possible.
c'est simpliste. Et du coup, historiquement, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Alors, Friedman, c'est 1970. Dès 1984, il y a un peu de bon sens qui vient, mais ça n'a pas du tout été célèbre, hein, avec un auteur qui s'appelle Edward Freeman. C'est pas d'une gémellité ratée, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est presque le même nom. Il y a Friedman, F-R-I-E-D-M-A-2-N, et Freeman, F-R-2-E-M-A-2-N. Freeman, Edward Freeman, publie un livre qui s'appelle Management stratégique, une approche par les parties prenantes. Strategic Management, a Stakeholder Approach. Alors, je vous dis ce qu'il a à l'esprit. Quand Friedman dit le seul but d'une entreprise est de maximiser son profit, il a en vue que les propriétaires de l'entreprise, au sens capitalistique du terme, c'est-à-dire les actionnaires qui investissent dans l'entreprise, qui payent donc, qui possèdent l'entreprise, c'est normal qu'ils récoltent les fruits de leur investissement. Et donc on peut dire il faut penser aux actionnaires. Et le propos de Friedman consiste à dire il n'y a que les actionnaires qui soient le but de l'entreprise. Et ça s'appelle en anglais The Shareholder Theory, ça veut dire la théorie des actionnaires. Je vais l'écrire juste si je prononce mal. On va le mettre par là. Voilà. Shareholder, donc ça veut dire ceux qui possèdent des parts d'actionnaires, c'est pour eux que l'entreprise fonctionne, quelle que soit l'entreprise. Secteur pharmaceutique, industrie, énergie, vêtements, tout ce que vous voulez. Et Freeman, lui, il dit en 84, c'est l'année de publication de son bouquin, il dit, ça ne marche pas comme ça. Une entreprise, elle est inscrite dans un monde. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on approche avec l'idée de Friedman, c'est un peu comme si le business était hors sol. Le business est tout seul. Le business, c'est son propre but. Quels que soient les moyens, rappelez-vous mes exemples scabreux, mais bien réels. Le business, il est nulle part, il n'est pas dans un monde. Les actionnaires sont isolés. On sait bien ce qu'on appelle des bulles financières. Une bulle, on est complètement enfermé. Et c'est un peu simpliste parce qu'on peut dire, mais une entreprise n'est pas enfermée en elle-même. Elle a des clients, elle a des fournisseurs, elle a des employés, elle est quelque part dans un environnement qu'elle peut polluer, elle interagit avec une puissance publique, et c'est ça que veut dire Freeman. Il dit, on ne peut pas considérer seulement les actionnaires lorsqu'on parle de RSE, il faut considérer toutes les parties prenantes. Et là, on y est, de stakeholder theory. Stakeholder étant partie prenante. Donc, il construit son argumentation en contrepoint de Friedman, et voilà l'origine d'une approche complexe de la RSE. Ça veut dire, on ne va pas considérer un seul interlocuteur ou un seul débiteur ou un créancier de l'entreprise, mais l'ensemble. Donc tout un monde social. Dans l'horizon de la théorie de Friedman, on dit business as usual, comme d'hab. Et dans l'horizon de Freeman, on pourrait dire business in society. Le business dans un monde. Il y a des gens, il y a une nature, il y a de la vie, il y a de la mort, il y a de la souffrance, et on prend en compte tout ça. Ça, historiquement, ça a été posé. Et donc, c'est les bases. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Je regarde angoissé l'heure qui passe. On m'a mis un gros écran avec l'horaire en gras. C'est atroce le court terme. Oui. Troisième étape, maintenant, on en est où? On est après la crise du Covid, j'y reviens. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la crise du Covid? C'est qu'à cause des confinements, à un moment donné, on n'a plus pu faire les autruches. Je rappelle, 2001, 2008, Fukushima, et j'en passe, parce qu'il y a des tonnes d'autres. Et le monde entier continue à ronronner, je fais exprès, là, c'est juste pour qu'on se réveille tous sur les questions, mais c'est rien de péjoratif, je le ronronne tout autant que tout le monde. Mais en gros, le monde entier continue à ronronner dans sa lancée sans se dire, et sans lever le nez du guidon. Et en se disant, oula, sans aucun recul. Et puis brusquement, le Covid, malheureusement, c'est une chance. Ça nous a arrêtés un peu. Mais on était sidérés, pas possible, quoi. Et là, on s'est mis à ne pas faire les autruches et à se dire, il y a quelque chose qui se passe.
Alors le drame maintenant, j'en viens vers la dernière étape de mon propos, et échangeons, j'espère qu'on aura un peu de temps. Le drame, c'est que ce que j'appelle le court-termisme, je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dès qu'il y a un isme quelque part, c'est qu'il y a une revendication ou une approche unilatérale. Le court-termisme, c'est de rêver que ce côté-là n'existe pas, que la complexité n'existe pas. En termes des RSE, que les parties prenantes, on s'en fiche, et de recontinuer à maximiser le profit. Rien que pour le profit. Alors, je caricature, j'intervenais hier pour une très grande entreprise publique française, et l'équivalent du profit, là, c'est la performance. Il faut être efficace. Et ce qu'on peut observer, c'est que maintenant, on est en 2023, 4 ans après le début du Covid, et 3 ans après les premiers confinements, mais ça a la vie dure, le court-termisme. Combien n'entend-on pas dire on va enfin retourner à la normale? La normale, c'est qu'on peut continuer frénétiquement à maximiser le profit ou être hyper performant en étant complètement indifférent aux problèmes qui s'imposent à nous et en ne les regardant pas. On va pouvoir continuer à ronronner joyeux. Et ça va être du court terme pour l'humanité. Je fais ça comme si moi je savais trouver des solutions, aucune idée. Mais quand on rêve de retourner à la normale, c'est parfaitement légitime. Qu'enfin aujourd'hui on puisse être là sans masque, avec un ou deux amis, on s'est reconnus, on s'est sauté dessus joyeux et il n'y avait pas de geste barrière parce qu'il y a de la bonne humeur, ben voilà, ça c'est une vraie normalité. Mais méfions-nous, la normalité comme étant la maximisation du profit, c'est complètement anormal. Ça c'est anormal. Et c'est anormal parce qu'une expression de la maximisation du profit, quand on veut vraiment maximiser, c'est qu'on veut tout contrôler pour pouvoir maximiser le profit. La notion de contrôle, elle est capitale. Est-ce que je suis clair toujours? Oui. Alors vous allez voir qu'on va être tous concernés, c'est très embêtant, c'est qu'on est tous comme ça. Je me compte largement dedans. C'est-à-dire, on est tous idéalement dans le court terme, en tenant sous contrôle la réalité, parce qu'on veut des choses simples, qui satisfont nos zones de confort, et par peur, par égoïsme, par paresse, on n'a pas envie d'arrêter de vivre comme on aime vivre et que c'est tranquille. Je dis bien que je me compte largement dedans. On n'a pas envie, on est fait comme ça, c'est notre humanité, et ça ne vole pas très haut. Mais c'est un aspect de nous. Ah donc, j'en suis maintenant à maintenant. Et du coup, je mets contrôle, et c'est un peu comme un de nos pieds. Vous allez voir, j'ai une bonne nouvelle après. Mais ce pied du contrôle, on en a besoin parce que regardez, on est posé sur un sol, il faut bien qu'il y ait un sol solide. Si brusquement il n'y a plus rien, c'est catastrophique. Mais l'ennui, c'est que ce genre d'observation, le besoin de sol solide, peut nous conduire à continuer tout droit dans le mur, c'est-à-dire à éliminer le sol. Parce que si la Terre entière se détruit du fait d'enjeux climatiques, il n'y a plus de sol. C'est-à-dire, nous, on va disparaître. Et il faut qu'on soit très clair là-dessus. Hubert Reeves est tout à fait remarquable. Il ironise en disant « Mais la nature, la planète, elle s'en fiche complètement. Elle a une durabilité infiniment plus importante que celle de notre pauvre humanité. Et si vraiment on continue à faire les imbéciles, et je reste poli, c'est nous qui allons disparaître. La nature, elle va être très provisoirement endommagée. Vous avez vu comme elle a commencé à reprendre ses droits au moment où, avec le Covid, on est rentré chez nous. Il y a plein d'animaux, etc., qui sont ressortis de chez eux. Les végétaux aussi, etc. Autrement dit, la nature que nous habitons, elle est beaucoup plus puissante que nous. Donc c'est pas elle qui est en danger, c'est nous. Et donc... 10 heures. Là, c'est le stress total. Vous ne m'avez pas prévenu de ce genre de truc. Hein. À ce compte-là, je ne serais pas venu pas payer, puis le stress... Alors, le sol solide, on en a besoin. Mais si on continue à ne croire qu'au sol solide, un jour, il va disparaître. Et donc c'est hyper contradictoire, c'est-à-dire on a besoin du sol et on est en train de le détruire. Et c'est malheureusement typiquement humain de faire ça, c'est-à-dire on sait qu'il y a un truc, on n'arrive pas à s'arrêter. Moi je me compte encore une fois largement dans ce genre de bêtises, et je reste poli. Et donc l'idée c'est de se dire, il faut accepter qu'il n'y ait pas de sol. De temps en temps il faut accepter, c'est quoi le manque de sol? C'est d'aller au point d'interrogation, c'est d'enlever la croix que j'ai mise ici. C'est de reconnaître la complexité du monde, c'est de savoir poser des questions, c'est de ne pas se saturer de solutions et de réponses,
c'est de se demander, voyons voir, il y a des solutions, mais c'est quel problème? Quel problème faut-il qu'on pose? Et là, on est au cœur de la RSE. On est au cœur de ce qu'on appelle maintenant enjeux environnementaux, sociétaux, de gouvernance, ESG. On n'a pas besoin de changer les sigles pour s'occuper de la même chose. Hein. C'est encore des modes, ça. Il faut se mettre à réfléchir un tout petit peu. Et l'idée, c'est quoi? C'est que pour s'occuper vraiment de RSE, pour prendre en charge le monde que nous habitons, il faut prendre du recul pour poser les bonnes questions. Et donc, il faut accepter un moment, symboliquement, ça revient à quitter le sol. Et vous savez, quand on marche et qu'on avance, etc., on tombe parce qu'on n'est plus que sur un seul pied. Et bien, symboliquement, quitter le sol, poser des questions, prendre du recul, faire un pas de côté, comme on dit, c'est exactement problématiser. La RSE, elle dépend d'une capacité fondamentale nécessaire de problématisation du réel. On est là ce matin pour en parler. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas faits que de désirs ou besoins frénétiques de contrôle. Nous sommes aussi faits d'incertitude, c'est-à-dire de capacité à poser des questions et à problématiser le réel. C'est notre deuxième pied. L'humanité, elle est faite des deux. Et je voudrais vous en convaincre avec 2-3 références. Dans l'angoisse complète. Non, c'est bon, il est 10h02, ça. Il y a un auteur américain, un économiste, qui a publié en 1921 un livre que tout le monde s'est empressé d'oublier à peine a-t-il été lu, qui s'appelait Risque, incertitude et profit. Et dans ce livre, il s'appelle Knight, K-N-I-G-H-T. Dans ce livre, Knight dit il existe 2 types d'événements dans la vie. Il y a des événements qui sont risqués, on peut calculer leur probabilité de réalisation. Et si c'est 0, ils n'auront pas lieu. Si c'est 1, on sait qu'ils auront lieu nécessairement. Puis entre 0 et 1, on sait tous qu'il y a une infinité de possibilités. Donc ça, c'est des événements risqués. Et puis il y a des événements, et là ça fait toujours très peur quand on l'évoque, il y a des événements dont il dit qu'ils sont carrément inimaginables, infigurables. On ne sait pas de quoi il peut s'agir. Et la plupart du temps, quand on parle de ça, ça fait peur. Et c'est pour ça que dès qu'il a publié ce bouquin en 1921, quand les gens ont lu, ils ont fermé le livre et ils l'ont jeté. Parce que ça fait trop peur, l'incertitude, quand on en parle comme ça. Vous savez quand il a été redécouvert, le livre? Merci de dire non, mais il n'y a pas des hypothèses. Covid 2008. Comment? Covid non, un peu plus tôt quand même. 2008. Comment? 2008. Exactement. Crise financière, inimaginable, boum. Ah tiens, il y a un bonhomme qui avait écrit sur l'incertitude. On redécouvre. Ben, moi, je voudrais vous dire la chose suivante. La plupart du temps, alors, l'incertitude, c'est une caractéristique essentielle d'un monde complexe. Un monde complexe, c'est un monde qui, en partie, est totalement inimaginable à l'avance. Le sentiment que ça provoque, quasiment tout le temps, quand on en parle, je ne sais pas ce que vous en pensez maintenant, mais c'est un sentiment d'angoisse. C'est-à-dire, ce qu'on ne peut même pas imaginer, c'est atroce, quoi. Et regardez la défaillance logique derrière nos émotions. La défaillance logique, c'est que si je dis ce que je connais absolument pas, que je ne peux même pas m'imaginer, ça ne peut être qu'un truc mauvais. Donc je le connais. Je sais au moins que c'est un truc mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, s'il n'y a pas de réaction, c'est que je me suis mal exprimé. Si on suppose que ce qui est inimaginable, ça n'est qu'une catastrophe, on commet une faute logique, parce qu'on est déjà en train de dire je connais, ça ne peut être qu'atroce. Déduction logique rigoureuse, l'imaginable à l'avance, ça peut être une merveille. Et moi j'adore dire quelque chose que m'a dit un jour une personne qui est chauffeur de taxi. On devrait écouter beaucoup tous les niveaux hiérarchiques et intellectuels de la cité. Une dame qui a atrocement souffert dans sa vie, d'un courage extraordinaire, et elle finit la discussion avec une longue course, et c'était bien parce qu'on a beaucoup appris en l'écoutant, mon épouse et moi. Nul n'est à l'abri, jamais, d'une bonne surprise. Bon, ça vous parle, ça vous fout. C'est hyper important qu'on ait à l'esprit, je vais vous dire pourquoi, maintenant je continue un tout petit peu. L'incertitude, il est temps qu'on l'accueille. On sait de moins en moins l'accueillir parce que nous sommes complètement clivés, fascinés par l'idée de contrôle. Les nouvelles technologies ne nous aident pas à rester intelligents de manière naturelle et non pas artificielle. Et on a besoin de réapprendre que ce qu'on ne sait pas, c'est une chance. Ça peut être une chance, ça peut être une catastrophe, je ne dis pas le contraire. Mais ça peut être une chance
Et l'idée, c'est que si on rêve d'un monde qui est totalement sous contrôle, mais c'est notre humanité qui disparaît. C'est notre humanité qui disparaît. Et on est en train de se laisser faire. Il n'y a pas de complot. On se laisse faire par l'évolution de nos technologies. Il faut qu'on reprenne la main sur nos vies, et ça veut dire recomprendre que ce qu'on ne sait pas à l'avance, ça peut être une chance. J'espère vous convaincre avec un exemple donné par une très très grande philosophe qui est Hannah Arendt. Et Hannah Arendt, elle dit quelque chose qui est très proche d'une très ancienne culture mondiale, le taoïsme en Chine. Et elle dit, c'est quoi l'incertitude? C'est quoi l'infigurable? Écoutez bien, c'est nos enfants. Je laisse. C'est une merveille qu'elle dise ça. Ça veut dire que tant qu'on ne sera pas à un eugénisme qui fera que nos enfants ne seront que la production consommatrice de nos fantasmes, nos enfants, on ne les connaît pas. Alors ils peuvent devenir le pire. Imaginez tout ce que vous voulez. Et ils peuvent devenir le meilleur. Moi j'adore prendre l'exemple de Mozart. Tous les enfants du monde peuvent devenir Mozart. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir, qui ils vont être. Et les taoïstes disent, quand un enfant prend naissance, c'est un point de vue sur le monde qui n'a encore jamais existé. Et écoutez bien, je pense qu'ils ont raison, mais voilà, et qui n'existera jamais après. C'est complètement singulier. Et ce qui veut dire que quand des parents tiennent un enfant nouveau-né dans les mains, qui disent bonjour à un bébé, c'est la rencontre de toutes les rencontres. Réapprenons à accueillir le monde comme il faudrait qu'on sache accueillir nos enfants. Alors c'est pas du tout genre on va faire de la poésie, hein. C'est que si on sait faire ça, on réouvre infiniment les possibles. Comme dirait un grand philosophe actuel français, François Julien. C'est-à-dire que si on sait qu'on ne sait pas, et si on accorde à notre ignorance sa place, non pas pour rester ignorant, on n'est pas à l'essai que... Ils ne m'ont pas recruté pour vous dire, allez, restez ignorant, ne continuez pas pour suivre des études ici. Non, c'est pas ça. L'ignorance, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas et d'ajouter, et c'est pas grave. Et pourquoi? Parce que quand on sait qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe? On peut commencer à apprendre. Ce que vous êtes venu regarder, chercher un peu ici peut-être. Alors que si on est convaincu qu'on contrôle tout, qu'on sait tout, je garantis qu'on devient assez buté. Non, moi-même. Et donc, c'est une vertu de savoir qu'on ne sait pas. Il y a un très grand auteur qui a dit, non, qui n'a jamais écrit, un très grand philosophe qui a dit ça il y a très longtemps en Occident, il s'appelait Socrate, je sais que je ne sais rien. Et il passait son temps à apprendre. Eh bien, nous sommes tous de l'incertitude. Je n'ai pas le temps de vous le prouver, mais c'est une caractéristique essentielle de notre humanité. Quand nous nous laissons absorber par le contrôle, une de nos jambes, on oublie l'autre. Eh bien, ça nous met à cloche-pied. Vous imaginez vivre comme ça? Il y a un jour, on tombe. Hein. Alors que nos deux jambes, si on joue sur les deux registres du contrôle et de l'incertitude, on joue sur ce que nous savons déjà faire et ce qui nous ouvre à l'avenir. Eh bien, que ce soit pour la transition écologique, que ce soit pour modifier les comportements des entreprises, que ce soit pour alimenter l'idée d'un vivre ensemble nouveau, que ce soit pour regarder les autres et pas seulement nos angoisses ou nos intérêts, on a besoin de réapprendre qu'on ne sait rien. Et ça s'appelle de l'humilité. Mais on ne sait rien, humilité, sur le fond de toutes sortes de compétences quand même. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. On sait toujours déjà faire des tonnes de trucs. On devrait avoir plus confiance. La confiance et l'humilité ensemble sont deux qualités personnelles, humaines, essentielles pour alimenter un rapport sain à la RSE. Alors pourquoi on a mis 2023 dans le titre? Parce qu'on s'est réveillé un petit peu à un moment et il ne faudrait pas qu'on se réendorme. On reprenne des habitudes de contrôle tout court. Et moi, je crains un peu qu'on reprenne très facilement les habitudes de dire « bon, ben ça y est, on a fini avec les crises ». Non, c'est pas vrai. Alors, certaines personnes savent ici éminemment que des crises, parce qu'on en a tellement parlé, on a chanté l'idée avec Brassens, des crises, il y en a tout le temps. Et jusqu'à nouvel ordre, on s'en sort quand même. Non pas qu'il n'y ait pas de tragédie dans l'humanité, mais on s'en sort quand même. Je finis avec une proposition. C'est que si on sait qu'on ne sait pas, qu'on a les oreilles ouvertes, qu'on regarde l'environnement parce qu'on sait qu'on peut être surpris par tout ce qui se passe, y compris par ceux et celles qu'on croit connaître le mieux.
Ah, mais vous savez faire ça, etc. Eh bien, si on sait qu'on ne sait pas, on est complètement ouvert, on devient capable de saisir sa chance. Alors que si on croit qu'on sait, on ne voit rien. On a les œillères et on continue et on loupe éventuellement un recrutement, une amitié, une histoire d'amour, un nouveau produit. C'est dommage. Et donc je voudrais vous convaincre de quelque chose que je vais exprimer sous forme de devoir. Je joue le rôle du prof, alors j'en rajoute un peu. Mais je le prends chez quelqu'un. Un très grand philosophe qui s'appelait Eric Weil a écrit un bouquin, Philosophie morale, et à un moment il dit le premier devoir de l'homme, au sens générique évidemment, mesdames et messieurs, le premier devoir de l'homme est d'être heureux. L'éditeur, quand il voit ça, il renvoie le bouquin à un bonhomme, il dit il y a une erreur là, le bonheur n'est pas un devoir. Et le gars renvoie le bouquin, il dit lisez un peu quoi. Alors l'éditeur lit, et là l'argument de Weil est très convaincant, il dit le premier devoir de l'homme est d'être heureux, parce que si on est malheureux, on ne répand que du malheur. Et donc, en gros, c'est une traduction philosophique de charité bien ordonnée commence par soi-même, ce que Bouddha avait très bien compris avant les chrétiens. Et quand on est vraiment sage et heureux, là, on répand le bonheur infiniment. Alors, je finis par ceci. Le bonheur, c'est quoi? C'est saisir sa chance. Regardez l'étymologie. Bonheur, ça vient de à la bonne heure. Saisir les circonstances. Eh bien, saisissez les circonstances. C'est un ordre venant d'Eric Weil. Et je vais vous le dire autrement avec un très grand poète. Je vais le formuler au pluriel, mais c'est au singulier qu'il le dit, mais je formule au pluriel pour que vous saisissiez vos chances. Ici, c'est pas de la pub, on ne m'a pas payé pour ça. Je ne suis pas payé, je vous l'ai dit. Et du coup, mais ça peut s'appliquer à aujourd'hui, mais tout le temps. Imposez votre chance. Serrez votre bonheur. Allez vers votre risque. À vous regarder, ils s'habitueront. La vraie citation, c'est « Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habituent. » Ça, c'est la base d'une vraie RSE, je crois, maintenant. J'ai fini, on a 3 minutes pour échanger. Oui, 2 minutes. Ça vous laisse le temps de chanter Brassens, peut-être? Non, d'expliquer peut-être d'où vient ce que j'ai évoqué en parlant du fait que Brassens dit qu'il y a des crises tout le temps. Brassens se savait condamné. Il avait 12 chansons sous la main, prêtes. Et il a demandé, au cas où il n'aurait pas le temps de les chanter lui-même, c'est pas très connu, il a demandé à Maxime Le Forestier de les chanter. Et imaginez le titre qu'il donne à son disque, c'est stupéfiant, 12 nouvelles de Brassens, il vient de mourir. C'est une ironie extraordinaire. Brassens donne de ses nouvelles, 12, juste après sa mort. Et parmi ces chansons, il y en a une qui s'appelle « Honte à qui peut chanter ». Et il prend comme base de cette chanson un poème de Lamartine qui s'appelle Némésis, où Lamartine se scandalise de ceci. Honte à qui peut chanter quand Rome brûle. Ça veut dire Rome brûle, c'est les crises. Rome brûle, c'est les catastrophes. Et donc honte à qui peut chanter, ça veut dire on ne peut pas chanter quand Rome brûle. Et vous imaginez il fallait attendre qu'il n'y ait pas de crise pour chanter. Et c'est l'argument de Brassens. Brassens, il dit dans le refrain de la chanson honte à qui peut chanter. Écoutez bien, honte à qui peut chanter, honte à celui qui peut chanter, honte à cet effronté qui peut chanter quand Rome brûle, et il ajoute, elle brûle tout le temps. Et il prend comme exemple, depuis la guerre d'Espagne jusqu'à la guerre d'Algérie, en passant par la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, etc. Et nous pourrions ajouter les attentats du 11 septembre, 2008, Fukushima, etc., le Covid, la transition écologique, la guerre en Ukraine, mais il faut continuer à chanter. Merci d'avoir...